Je ne suis pas malvoyante, premièrement, je suis non-voyante parce que je n'ai aucun pourcentage de vue. Mais je voyais avant. Je ne suis pas née non-voyante. Je suis née avec la tension oculaire, qui est connue comme le glaucome. Et ce qui fait que la maladie a progressé. Déjà que quand j'étais tout bébé, j'avais à peine 8 mois, quand la maladie a été détectée, parce que quand je suis née, mes yeux étaient bleus, mais pas d'un bleu naturel. C'était d'un bleu tracé spécial, on va dire. Mais on pouvait voir à l'œil nu que mes yeux avaient un problème. Donc déjà tout bébé, mes parents m'ont emmené à l'hôpital de Moka, l'hôpital spécialisé pour les yeux. Et de là, la maladie a été détectée. J'ai suivi un traitement assez rigide à l'hôpital de Moka pendant plusieurs années, et même dans le privé. Malgré ça, la maladie a progressé, comme j'ai dit au tout début. Et à mes 3 ans, je ne voyais plus avec l'œil gauche. Aussi longtemps que je me souvienne, quand j'ai commencé l'école pré-primaire, je ne voyais pas avec l'œil gauche. Je voyais seulement avec l'œil droit. Mais j'étais scolarisée dans le mainstream. Après le pré-primaire, j'étais au primaire, j'étais au secondaire, j'étais en forme 3 lorsque j'ai réalisé que, à partir c'était en l'année 2000, au mois de juin, j'ai constaté que je subissais une baisse de ma vue. Et j'étais chez le médecin, bien évidemment, privé et à l'hôpital aussi. Mes verres ont été changés, les médicaments, la dose des médicaments a été augmentée, etc. Mais malgré ça, il y a eu une stabilisation, je peux dire, de courte durée. Arrivé octobre de la même année, c'était encore la même chose. Je voyais de moins en moins. Et il a fallu que je redouble d'efforts pour prendre part aux examens du 3e trimestre parce que je voyais difficilement ce qui avait décrit dans les livres pour faire ma révision. Je voyais encore plus difficilement les questionnaires d'examen. Je me suis dit que ça allait peut-être passer, que c'était peut-être le stress des examens. Arrivé en novembre de la même année, là ça devenait de pire en pire et c'était une évidence. Cette fois-ci, je pouvais plus nier le fait que voilà, je subissais une baisse de ma vue. J'étais par exemple en train de marcher sur la rue et croyant que je me rendais à la boutique et au final, quand j'arrivais tout près, j'ai réalisé que j'étais pas devant la porte de la boutique, j'étais arrivée ailleurs. Et c'était vraiment pénible. Ce n'est qu'en janvier 2001 qu'après une consultation assez pénible avec mon médecin privé, que j'ai appris que j'étais en train déjà de perdre la vue. C'était un processus qui s'était déjà enclenché depuis des mois en avance et que à l'époque, il me restait 17% de vue sur l'œil droit et le médecin m'avait dit que même si j'allais à l'étranger, il n'y aurait pas de traitement. Qu'il ne fallait pas garder espoir, que ces 17% pouvaient être conservés comme je pouvais les perdre dans 1 an, 10 ans, 15 ans ou quelques mois. Et c'est arrivé en janvier quand on m'a annoncé la nouvelle. Quelques mois après, en avril de la même année 2001, je ne voyais plus rien. Un matin, je me suis réveillée, il n'y avait rien. Je me disais que ma vie était finie. Ma vie était finie et que tout allait s'arrêter. Mais mon père ne l'entendait pas de cette oreille. Pour lui, il voulait que je continue mes études. À l'époque, pour moi, ma vie était comment dire, je voyais ma vie finir, partir en éclats devant moi. Et mon père, lui, me parlait de faire des études. Pourquoi faire des études si je n'ai plus ma vue? Qu'est-ce que je fais avec des études? Qu'est-ce que ça m'apporterait? C'était la grande question pour moi. Mais comme mon père étant autoritaire, il m'a emmené au centre Le Sagesse Trust Fund pour que j'apprenne le braille. Quand il a appris que je pouvais reprendre mes études en apprenant le braille, il m'a emmené suivre mes cours de braille, m'enregistrer et j'étais obligée d'y aller. Quoique je me suis sauvée pendant 1 à 2 semaines au début, mais après, d'un autre côté, je perdais la vue, mais en même temps, je réalisais que je pouvais encore lire avec mes mains. Alors, je pense qu'il y a aussi eu la présence des profs de l'école primaire spécialisée et les amis que je me suis fait là-bas. Surtout quand j'ai rencontré ceux qui sont non-voyants, depuis la naissance, j'ai réalisé que pendant 14 ans de ma vie, j'ai eu l'occasion de voir ce que eux n'ont jamais vu et ce que eux probablement ne verront jamais.
J'ai vu le soleil levant, le soleil couchant, je sais ce que c'est que regarder la télé visuellement, les images qui montent et qui descendent, qui passent. Je sais ce que c'est que de lire un livre, de voir la réflexion de mon visage dans le miroir, de savoir à quoi je ressemble, à qui je ressemble dans la famille, voir le visage de mes parents. Et je sais ce que je connais quand on me parle de différents temps d'une personne, la couleur de peau, je sais à quoi m'attendre. J'ai une référence toujours dans ma tête par rapport aux couleurs. Je connais les couleurs que j'aime toujours. Et là, je réalisais que j'ai eu de la chance et que j'étais en train de me morfondre pour rien. Et au final, avec le temps, je me suis adaptée et voilà que quelques mois, il m'a suffi de quelques mois pour apprendre le braille anglais grade 2. Quelques temps après, j'ai maîtrisé le braille français grade 2 aussi. Et peu après, l'année ensuite, en janvier 2002, je me suis retrouvée encore une fois à l'école. Et on m'a acceptée, on m'a réintégrée au collège où j'étais, le BPS à Beaubassin. J'étais la seule élève non-voyante. Je dois dire qu'au tout début, ça faisait bizarre. Tout le monde écrivait à la plume, et moi j'écrivais sur une machine qui faisait du bruit. Tout le monde lisait, ils avaient leurs livres, tous les élèves, de la première jusqu'à la dernière page. Et moi je devais attendre que mes livres soient transcrits en braille. Et je devais enregistrer aussi mes cours. Disons que pendant les 2 premières semaines, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais là dans cette classe? Je sentais que quelque part, j'étais pas à ma place. Mais mon père m'a dit que je ne regretterais pas en persévérant. J'ai persévéré et voilà, ça s'est fait. Ah, ça s'est pas bien passé au fait. Déjà, mon application pour le cours de LLB n'avait pas été acceptée. Ma candidature avait été rejetée sur la base de mon handicap parce qu'ils voyaient mal à l'université une étudiante en droit qui allait probablement vouloir plaider au barreau. Ils m'ont offert le cours de BA English à la place. Et pourquoi j'ai choisi le LLB justement? C'était pour connaître mes droits, pour pouvoir ensuite être armée pour revendiquer mes droits à l'État. Tous les citoyens de la République de l'île Maurice, nous avons des droits constitutionnels. Et moi, je voulais connaître mes droits en tant qu'une citoyenne à part entière, mais en situation de handicap. C'est ce qui m'a motivée pour faire le droit. L'université n'est pas accessible en soi-même, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Je devais voyager en bus avec mon papa parce que comme avant, il n'y avait pas le Taxi Refund Scheme, il fallait voyager en bus. Tous les handouts n'étaient pas en braille, n'étaient pas en format accessible. À la bibliothèque, il n'y avait aucune facilité et l'attitude autour de moi n'était pas accueillante, je dois dire. Mais j'ai persévéré, j'ai continué, je me suis dit, ça passe ou ça casse, même si je dois ne pas réussir, je vais continuer, j'ai continué. Ce serait que de changer le regard que les gens ont vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Ne voyez pas en nous un obstacle pour la société, surtout pour les entreprises. Ne voyez pas en nous une dépense supplémentaire. Ne voyez pas en nous que du négatif. Nous sommes des personnes à part entière, acceptez-nous comme nous sommes et bien sûr, les mesures d'accompagnement, c'est pas que pour nous parce que là, moi, je suis non-voyante aujourd'hui, mais il y a un phénomène de late blind. Il y a beaucoup de personnes âgées qui, avec le diabète et autres maladies, deviennent non-voyants ou perdent l'usage d'un de leurs membres qui se retrouvent en situation de handicap. Plus la société sera inclusive, mieux ce sera, que ce soit pour les 15% de la population mondiale qui se retrouve en situation de handicap, et également pour la population vieillissante. Oui, j'ai un MBA, c'est un Master's Business Administration, Innovation, Leadership. C'est pas un MBA ordinaire comme tu peux l'entendre dans le titre. Ça met l'emphase sur l'innovation, le leadership. Et j'ai bien aimé étudier pour mon MBA. Pourquoi? Parce que c'était en ligne, distance learning, et ça m'a évité beaucoup d'inconvénients, comme j'avais pas besoin de toujours être à l'université, physiquement présent dans la salle de classe pour mes cours. Je pouvais me brancher sur le portail de l'université et je suivais mes cours. Ce qui est intéressant, c'est que le portail était accessible pour tout type de handicap et je pouvais facilement retrouver mes notes, les handouts, les PowerPoint, tout ça qui était envoyé par les lectureuses. Et j'ai bien aimé pour mon MBA d'étudier de cette façon et je trouve que c'est vraiment l'idéal pour une personne qui a des problèmes pour se déplacer.
Alors, j'ai travaillé, j'ai débuté ma carrière en 2012 comme stagiaire au Disability Unit du ministère de la Sécurité sociale. Après quelques mois, j'ai décroché mon premier emploi au Le Sagesse Trust Fund comme Training Project Coordinator. 8 mois après, j'ai été acceptée sur le STM, Service Human Trust Program, comme Legal Research Officer à la Cour suprême. J'ai aussi été postée sous ce même programme au bureau du directeur des poursuites publiques, toujours comme Legal Research Officer. Et par la suite, j'ai travaillé pour une fondation qui travaille pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Comme, tu sais, là-bas, au fait, ils avaient ce qu'on appelle le DLS, Disability Legal Service, pour venir en aide juridiquement aux personnes en situation de handicap qui en avaient besoin. Bon, j'ai travaillé dans ce département-là. J'ai aussi travaillé sur la recherche, sur l'innovation et comme coordinatrice de projet. Et après avoir complété mon MBA en 2018, je me suis dit, mais pourquoi pas travailler à mon propre compte, et de là je me suis lancée comme freelance researcher and project manager. Je travaille essentiellement avec les ONG pour écrire leurs projets, surtout les ONG qui sont dans le domaine, qui exercent dans le domaine du handicap. J'ai pas beaucoup de clientèle, j'ai pas beaucoup de revenus, mais j'ai un grand job satisfaction à la fin de pouvoir contribuer au bien-être des personnes en situation de handicap.